Monsieur le Président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre pays vit des heures noires. La concorde nationale n'est pas, dans cette situation, une vaine expression quand il s'agit de préserver notre pacte républicain et notre modèle de société. Soyons à la hauteur de l'attente des Français qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de solidarité, qui ont besoin de se projeter, y compris dans la confiance en leurs dirigeants. L'angoisse, le désespoir, la peur, l'absence de perspective composent le terreau fertile d'un potentiel délitement et affaiblissement de notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Dans ce climat si inquiétant, mes premiers mots de compassion après l'effroi et la sidération, vont vers les victimes du fanatisme islamiste qui a encore frappé les habitants de la ville de Nice, une nouvelle fois meurtrie au travers de son église catholique. Je pense aussi à nos forces de sécurité qui ont arrêté l'auteur de cette attaque ignoble et qui méritent plus que jamais notre respect, un respect à la hauteur de leur dévouement. Ce dévouement et cette résilience, aujourd'hui, nous les retrouvons dans chaque foyer français. Ainsi, je souhaite rendre hommage aux soignants qui vont être une fois de plus en première ligne, alors que leur résistance physique et psychologique, héroïque bien souvent, a été fortement éprouvée. Et les semaines qui vont suivre, mes chers collègues, vont être un enfer pour ces personnels soignants. Je souhaite rendre hommage aux travailleurs qui ne pourront pas se confiner et qui continueront, malgré les risques pour leur santé, à faire en sorte que notre pays reste debout. J'aurai également une pensée pour nos compatriotes qui ont été touchés par ce virus, avec parfois des conséquences sur le long terme, pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui se battent actuellement contre cette maladie. J'aurai enfin une pensée pour une partie de nos concitoyens les plus fragiles, qui vont être face à la solitude, face à la précarité. Voilà 9 mois que la pandémie est rentrée dans la vie de tous les Français. Elle l'a changée, percutée, détruite pour certains. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Parlement, dans cette enceinte qui est l'émanation du peuple français, pour évoquer les nouvelles mesures prises pour contrer la deuxième vague. Cette nouvelle épreuve est grave. Elle demande un nouvel effort important, peut-être le plus important même que celui supporté par les Français depuis le mois de mars dernier. Le pays tout entier est mobilisé pour faire face et chacun doit jouer son rôle. Notre rôle, en tant que parlementaires, en tant que législateurs, est de participer comme représentants du peuple au débat national. Avec Valérie Rabault, mon homologue à l'Assemblée nationale, nous avions demandé par courrier au Premier ministre, le 10 septembre et encore le 15 octobre dernier, que le débat qui se tient aujourd'hui soit organisé bien en amont. Ce n'était pas un caprice, M. Castex, c'était une nécessité. Et M. le Premier ministre, vous l'avez refusé. Vous ne l'estimiez pas nécessaire dans votre réponse du 19 octobre. Je le regrette. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui pour entériner une décision très lourde de conséquences, annoncée hier soir par le Président de la République, sans qu'aucun débat éclairé, digne de ce nom, ait pu avoir lieu préalablement dans les enceintes du Parlement. Le débat est normal, important dans une démocratie. Le débat devant les Français doit se faire dans notre enceinte. Et par ailleurs, sinon la défiance sera au rendez-vous. Nous regrettons votre gestion trop pyramidale. L'exécutif ne s'est pas senti obligé de présenter publiquement devant quiconque les différents scénarios sur lesquels il a travaillé et les éléments de diagnostic sur lesquels il se fonde pour arriver à sa décision ont fait l'objet de cette réunion, disons-le, surréaliste de mardi soir dernier, avenue de Ségur. La fonction délibérative de notre démocratie est ainsi remplacée par un débat qui n'aboutit qu'à un enregistrement a posteriori d'une décision prise par ailleurs, puis détaillée plus finement devant la presse que devant la représentation nationale ce soir. Nous ne pouvons pas, par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, être les supplétifs de quelque conseil que ce soit, soit-il scientifique. Votre gouvernement recherche l'unité nationale, mais ne fait rien pour la créer. Le Président de la République l'a dit hier soir, « J'ai décidé de confiner le pays ». Les consultations mises en place avant ces décisions n'étaient donc que formelles. Pour autant, en responsabilité, je dirais même en conscience, et devant la situation actuelle, nous voterons
en faveur de ce qui est devenu inévitable. Des mesures sanitaires plus strictes pour protéger les Français, car leur santé doit être notre priorité. Mais je le dis très nettement, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, ce vote n'est en aucun cas un vote de confiance pour le gouvernement. Il n'est pas non plus un quitus donné pour son action depuis le début de cette crise. C'est un vote favorable pour, encore une fois, protéger les Français. Certes, le combat contre le virus est extrêmement difficile. Nous ne le nierons pas. Aucun gouvernement dans le monde n'y était préparé. Cette maladie est évolutive. Elle ne frappe pas toujours là où on l'attend, et la deuxième vague dans laquelle nous sommes pris au piège et qui est encore devant nous s'annonce plus terrible que ce que nous avions annoncé et vécu au printemps dernier. Mais nous ne pouvons pas vous accorder notre confiance, Monsieur le Premier ministre. De nombreux spécialistes, parmi lesquels le président du Conseil scientifique, estimaient probable qu'une deuxième vague aurait lieu. Le 27 juillet, un rapport dudit Conseil jugeait, je cite, « fortement probable la survenue d'un retour du virus en novembre ou au plus tard dans l'hiver ». Le 14 juillet dernier, le président de la République affirmait que nous étions prêts à affronter une seconde vague. Vous-même, le 27 août, vous déclariez « face à la pandémie, il n'y a pas de quoi s'affoler ». Le 22 octobre, le ministre des Solidarités et de la Santé avançait à l'appui du couvre-feu que sans mesures nouvelles, je le cite, « là où c'est nécessaire pour freiner l'épidémie, il y aurait dans les 15 jours jusqu'à 500 000 malades diagnostiqués quotidiennement ». Ce seuil a été atteint 4 jours après cette déclaration. Hier soir, Emmanuel Macron, président de la République, se déclarait surpris par l'évolution du virus, avec des comparaisons sur les autres États européens. Mais, Monsieur le Premier ministre, je ne vous demande pas d'être, entre guillemets, aussi faible ou aussi mauvais que d'autres États européens, je vous demande d'être meilleur que cela. Nous ne pouvons pas alors vous faire confiance, car gouverner, c'est prévoir. Ces déclarations montrent que ce n'était pas le cas. Ce manque d'anticipation va coûter très cher à la nation. Comme au printemps, la qualité de la réponse sanitaire déterminera le nombre de vies que nous sauverons. Il faut en prendre compte. Il faut prendre en compte toutes ces alertes. Comme le disait hier notre collègue Bernard Jomier, ici même, tous les rapports pointent un dysfonctionnement dans la gestion de la pandémie. La myriade d'agences sanitaires, la création d'agences nouvelles, la stratégie tester, isoler n'a pas fonctionné. Les nouvelles annonces restrictives sont nécessaires, mais elles sont aussi le marqueur d'un échec en matière de politique de santé publique. La situation de l'hôpital public s'est dégradée. La lenteur de la mise en place du Ségur de la santé place les soignants devant un dilemme insoluble. Ils ne peuvent que tenir malgré les insuffisances, sinon l'hôpital public implosera et cela impactera encore plus la santé de nos concitoyens. Nous vous avons auditionné, Monsieur Castex, le 6 mai dernier. Vous étiez alors en charge du déconfinement. Vous êtes désormais le Premier ministre en charge du reconfinement. Dans ce cadre, j'ai une question simple à vous poser. Pouvez-vous nous donner clairement, avec précision, les différents scénarios qui nous permettront d'éviter un 3e reconfinement début 2021 ? Nous pointons cela par esprit de responsabilité. Contrairement à ce qu'a pu dire ces derniers jours votre porte-parole ou votre ministre de la Santé, nous avons fait des propositions. Cela fait 9 mois que nous répondons présents, que nous sommes au rendez-vous pour accompagner les Français face à cette crise en matière de santé publique. Nous vous avions alerté sur les dysfonctionnements. Nos propositions ont également porté sur la question sociale. Sur ce point-là, aucun quitus non plus pour votre gouvernement, qui n'a pas pris la mesure de l'urgence. 1 million de Français sous le seuil de pauvreté ont rejoint les plus de 9 millions qui étaient déjà. Cette situation est dramatique. Il aurait fallu réagir plus en amont, plus rapidement, plus efficacement. Vos annonces de samedi dernier ne répondent pas à ce drame social en perspective. Il n'y a pas eu depuis, malgré le durcissement. Vous pratiquez un saupoudrage qui ne prend pas en compte l'ampleur de ce qui est déjà là et encore moins de ce qui attend notre pays. Bien sûr, des mesures d'urgence ont été prises au début de la crise et nous avions d'ailleurs voté vos différents budgets rectificatifs. Mais les jeunes, les pauvres, les nouveaux précaires sont sortis de votre radar. À cela, vous proposez des aides exceptionnelles et ponctuelles, quand la deuxième vague nous confirme qu'un grand nombre de Français risquent de s'installer dans la précarité sur un temps long. Dans le même temps, la suppression de l'impôt sur la fortune et l'instauration de la flat tax au début du quinquennat ont eu pour effet de faire fortement augmenter le revenu des 0,1% des Français les plus aisés.
tandis que la distribution des dividendes, eh oui, c'est la vie, mes chers collègues, est de plus en plus concentrée et elle a explosé ces derniers mois. C'est en même temps là, c'est de la fracture sociale en puissance. Ainsi, il vous faudra répondre à ces questions, Monsieur le Premier ministre, de plus en plus pressantes. Quand allez-vous penser de nouvelles ressources liées à la taxation du capital pour qu'une réelle solidarité nationale s'exerce dans cette crise ? Quand allez-vous ouvrir le revenu minimum aux jeunes pour les empêcher de sombrer quand ils n'ont plus de petits boulots, plus de perspectives professionnelles ? Quand allez-vous revenir sur votre réforme des APL ? Quand allez-vous abandonner définitivement votre réforme de l'assurance chômage ? Quand allez-vous revaloriser les minima sociaux ? Quand allez-vous augmenter les moyens alloués à l'aide alimentaire dont le recours explose sur notre territoire et non pas les baisser comme le prévoit la loi de finances ? Quand allez-vous rendre les masques gratuits à l'école pour que tous nos enfants soient protégés efficacement ? Quand allez-vous réactiver une politique ambitieuse de contrats aidés ? La réalité est là, sous nos yeux, tragique. Allez-vous la prendre en compte et changer de cap social ? C'est notre demande depuis le début de la crise. Il faudra aussi accompagner, à côté du commerce de proximité, de la restauration qui vont droit au tapis, que vous allez soutenir, je n'en doute pas un seul instant, mais il faudra aussi accompagner le monde de la culture, du sport, si durement touché. Accélérer sur cette question que le président de la République n'a même pas évoquée hier soir, sinon il restera des décombres de ce qui font notre identité commune et ne pourra pas se relever. Alors oui, notre vote est un vote pour les Français. Mais pour aller vers les Français, il faut sortir de votre verticalité et mieux associer les relais que sont les élus locaux. Mon groupe a naturellement aussi une préoccupation toute particulière pour nos territoires d'outre-mer. Certains ont été lourdement touchés par la crise sanitaire, d'autres, tels que la Polynésie française, subissent de plein fouet cette seconde vague. Puisque les situations sont différenciées, nous appelons à des réponses territorialisées, mais surtout concertées avec les acteurs locaux. La mobilisation totale de l'État sera absolument nécessaire. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, ce confinement et le déconfinement qui suivra doivent fonctionner. L'effort est trop important, la difficulté de votre tâche est grande, mais la responsabilité devant les Français l'est tout autant. Nous vous demandons plus de transparence citoyenne. C'est par ce seul biais, par le partage d'éléments précis et clairs auprès de la représentation nationale et des Français que vous emporterez la confiance de nos concitoyens. Cette confiance est nécessaire pour combattre le virus. Monsieur le Premier ministre, nous voterons cette déclaration. Pas pour vous, pas pour votre action passée, mais pour les Français et les protéger. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier.